La neige tombait si drue qu'elle étouffait jusqu'au fracas des armes. Sur le flanc immaculé de la montagne, une femme demeurait parfaitement immobile, dissimulée sous son camouflage. Son souffle se fondait dans la brume glacée, au point de devenir invisible. Dans la vallée en contrebas, le général ennemi éclata de rire en entendant le rapport. Une seule femme ? Vous envoyez une seule femme pour mettre fin à cette guerre. Il se détourna du champ de bataille. À cet instant précis, le doigt de la femme se referma lentement sur la détente. Personne n'entendit le tir. Mais lorsque la neige cessa enfin de tomber, la guerre s'arrêta elle aussi. Le conflit avait dévoré 4 hivers entiers. Au poste de commandement avancé, le colonel Richard Mallory observait le givre progresser sur les vitres blindées. Dehors, le vent hurlait à travers des arbres décharnés, charriant une neige qui tombait sans interruption depuis 6 jours. Le thermomètre affichait 18 et continuait de chuter. « Monsieur, un autre convoi de ravitaillement a été attaqué. » La voix du lieutenant Daniel Brooks se brisa sous la fatigue. Le jeune officier n'avait pas dormi correctement depuis des semaines. Aucun d'entre eux n'y était parvenu. Mallory ne se détourna pas de la fenêtre. En contrebas, dans la vallée encaissée entre 2 chaînes montagneuses, leurs troupes se tassaient dans des tranchées devenues des tombes de glace pour trop de bons soldats. L'impasse durait depuis 8 mois. 8 mois à voir des hommes mourir pour à peine 10 mètres de terrain, gelés et sans valeur. Combien, cette fois ? 12 pertes. Et cette caisse de matériel médical critique, répondit Brooks en hésitant. On rationne la morphine, monsieur. Derrière eux, la table des cartes racontait la guerre en épingles rouges et en encre passée. Les lignes étaient étirées à l'extrême, sur un terrain impossible, les convois étranglés par les tempêtes hivernales et les embuscades ennemies. Chaque tentative de percée avait échoué. Chaque manœuvre stratégique s'était heurtée à des contre-attaques dévastatrices. Et au cœur de ce chaos, intouchable derrière des cercles de garde d'élite et une intelligence tactique redoutable, trônait le général Raymond Blackwood. Mallory finit par se retourner. À 48 ans, il en paraissait presque 70. Les tempes grisonnantes, le visage labouré de rides profondes, les mains légèrement tremblantes d'un froid qui n'avait rien à voir avec la météo. « Les renseignements » demanda-t-il. La major Allison Grant s'avança, un dossier usé scellé par une bande rouge entre les mains. Confirmé une nouvelle fois, tant que Blackwood est en vie, la guerre continue. Ce n'est pas seulement leur commandant, il est leur symbole, leur point de ralliement. Ces hommes le croient invincible. Est-il à portée ? Grant ouvrit le dossier. À l'intérieur, une douzaine de photos en noir et blanc montraient un homme d'une 60aine d'années, massif, le visage taillé dans le granit, le regard chargé d'une certitude absolue. Jamais battu lors d'un engagement majeur. Il avait anticipé et neutralisé chacune de leurs stratégies. Ces soldats mourraient avant de battre en retraite tant qu'ils respireraient. Mallory observa les clichés. Blackwood inspectant ses troupes. Blackwood riant autour d'une table de planification. Blackwood debout sur une colline, dominant un champ de bataille, les bras croisés, sûr de lui. 23 tentatives d'assassinat, poursuivit Grant. 17 ont coûté la vie à nos agents. Les 6 autres n'ont jamais approché à moins de 500 mètres. Sa sécurité est impénétrable, ses déplacements imprévisibles, son instinct de survie légendaire. « Alors nous sommes finis » murmura Brooks. Le silence s'abattit sur la pièce, seulement brisé par le vent qui martelait les murs. Mallory fixa les visages de son état-major, des hommes et des femmes jeunes, prématurément vieillis par l'horreur, les yeux creusés par la vision d'amis morts dans la boue gelée. Le moral n'était pas bas, il n'existait plus. « Il y a une possibilité, » dit Grant après une hésitation, « une seule. » Mallory attendit. « Avant ce poste, j'étais affecté au commandement des opérations spéciales. Il y avait quelqu'un, une ombre. » « Une ombre ? La plupart la croient morte, moi aussi, jusqu'à il y a 3 jours. J'ai reçu la confirmation qu'elle est en vie. Son dossier est classifié à un niveau que vous n'avez jamais vu. » Grant marqua une pause. Lors de sa dernière opération confirmée, elle a éliminé 13 cibles de très haute valeur dans 7 pays en 19 jours. Seule, sans soutien, sans extraction, sans laisser de traces. Les yeux de Brooks s'écarquillèrent. L'opération Cold Echo, c'était elle. Grant hocha lentement la tête. Elle n'existe sur aucun registre officiel, pas de décoration, pas de dossier de service, rien.
Pourquoi quelqu'un comme ça accepterait de nous aider ? Demanda Mallory. Parce que, monsieur, Blackwood a fait massacrer toute son unité il y a 6 ans, dans la province de Ravenrock. Il les a laissés mourir de froid dans un champ de mine, après une fausse reddition. Elle a été la seule survivante. La voix de Grant se durcit. Elle attend ce moment depuis 6 ans. Mallory se tourna de nouveau vers la fenêtre. La neige tombait plus fort encore, effaçant les traces, effaçant l'espoir, effaçant tout. Une femme contre une armée, murmura Brooks sceptique. Mallory se retourna. Le problème avec les armées, dit-il calmement, c'est qu'elles font du bruit. Elles sont visibles, on les attend. Il fixa Grant. Contactez-la. Dehors, le vent hurlait comme un mourant. Elle arriva à pied, à travers une tempête qui avait cloué tous les appareils au sol. Personne ne la vit venir. Elle était déjà là, dans l'embrasure du poste de commandement, comme si elle s'était matérialisée hors du blizzard. La neige couvrait ses épaules, la glace rigidifiait ses cheveux sombres. Mais ses yeux gris, pâles, presque décolorés, restaient d'une netteté implacable. Bon Dieu. Brooks sursauta, la main glissant instinctivement vers son arme. Comment avez-vous... Vos sentinelles sont compétentes, dit-elle. Sa voix était basse, maîtrisée, sans la moindre inflexion inutile. Mais elles surveillent les armées, pas les fantômes. Ils surveillent les armées, pas les fantômes, dit-elle simplement. Le colonel Richard Mallory l'observa attentivement. La trentaine avançait, peut-être. Taille moyenne, silhouette sèche, vêtue d'équipements civils pour grand froid, qui la rendait presque invisible, bien plus qu'un uniforme ne l'aurait fait. Rien, chez elle, ne criait soldat. Et pourtant, sa posture, son immobilité contrôlée, dégageaient une maîtrise absolue. La major Allison Grant pensait que vous viendriez, dit Mallory. Elle est d'un optimisme remarquable. La femme repoussa sa capuche, laissant tomber une fine poussière de neige. Officiellement, je n'existe pas. Je suis morte à Ravenrock, médaille d'honneur à titre posthume. Jolie cérémonie, d'après ce qu'on m'a raconté. Comment doit-on vous appeler ? Demanda Daniel Brooks. Ses yeux pâles glissèrent vers lui. Brooks recula d'un pas sans s'en rendre compte. Il n'y avait aucune menace dans ce regard, mais quelque chose, profondément instinctif, hurlait au danger dans son cerveau. On ne m'appelle pas. Les noms créent des liens. Les liens créent l'hésitation. Et l'hésitation mène à l'échec. Sergent Emily Carter, intervint Grant en entrant depuis le bureau arrière. Elle a servi sous ce nom. Avant Ravenrock, corrigea la femme d'une voix sans appel. Emily Carter est morte là-bas. Ce que vous voyez est ce qui est venu après. Mallory désigna la table des cartes. Alors parlons de la suite. Elle s'en approcha avec une économie de gestes révélatrices d'années passées en territoire hostile. Chaque mouvement était calculé. Elle examina la carte moins de 30 secondes avant de pointer une ligne de crête à une 60aine de kilomètres au nord. Le poste de commandement mobile de Raymond Blackwood sera ici dans 72 heures. Comment pouvez-vous en être aussi sûr ? Lança Brooks. Elle ne le regarda même pas. Parce que je sais comment il pense. Je l'ai étudié pendant 6 ans. Ses habitudes, sa psychologie, son ego. Son doigt tapota la carte. Il prépare une offensive majeure. Il voudra l'observer en personne. Donc visibilité, terrain élevé, protection sur 3 axes. Cette crête est la seule qui coche toutes les cases. Grant se pencha sur la carte. C'est à plus de 1600 mètres du moindre point de dissimulation. Aucun tireur ne peut réussir un tel tir. La plupart non. Pour la première fois, quelque chose traversa le visage de la femme. Presque un sourire. Presque. Le mien peut. Même si vous réussissez, dit Mallory prudemment, ces gardes seront sur vous en quelques secondes. L'extraction sera impossible. Je n'ai pas prévu d'extraction. Brooks frappa la table du poing. C'est de la folie. Vous parlez d'une mission suicide. Elle le fixa pleinement cette fois. Le froid qu'il ressentit n'avait rien à voir avec la tempête extérieure. Lieutenant, je suis morte depuis 6 ans. Ce n'est pas un suicide, c'est une résurrection. Un silence lourd envahit la pièce. De quoi avez-vous besoin ? Demanda enfin Mallory. De rien que vous puissiez m'offrir. Je travaille seul, pas de soutien, pas de renfort. Aucune communication après avoir quitté cette pièce. Elle se redressa. Si je réussis, vous le saurez. Si j'échoue, vous n'étiez pas ici. Je n'étais pas ici. Cette conversation n'a jamais eu lieu. Et si vous réussissez ? Demanda Grant à voix basse. La femme remit sa capuche et se dirigea vers la sortie.
Alors peut-être qu'Emily Carter pourra enfin se reposer. Elle disparut dans le blizzard aussi silencieusement qu'elle était apparue. Brooks resta figé devant l'entrée vide. On vient d'envoyer une femme contre une armée. Non, corrigea Mallory. On a envoyé la seule arme que Blackwood n'a jamais appris à contrer. Laquelle, monsieur? Un fantôme qui n'a plus rien à perdre. Le général Raymond Blackwood se tenait dans sa tente de commandement chauffée, penché sur des cartes tandis que son état-major murmurait autour de lui. À 64 ans, il demeurait impressionnant. Épaules larges, barbe épaisse virant au gris acier, mains marquées par des décennies de guerre. Son uniforme portait les décorations gagnées dans le sang et par un génie tactique jamais pris en défaut. « Répétez », dit-il sans lever les yeux. Le colonel Ivan Kessler s'éclaircit la gorge. « Monsieur, nos renseignements indiquent que les Américains envisageraient une opération d'infiltration, un seul agent. La cible présumée serait vous, monsieur. » La main de Blackwood se figea sur la carte, puis il éclata de rire. Un rire profond, franc, qui emplit la tente et mit mal à l'aise les officiers les plus jeunes. Un seul agent contre 500 de mes meilleurs gardes? Il se redressa, essuyant une larme de rire. Quoi d'autre, Kessler? Un chien dressé? Ou un oiseau particulièrement agressif, monsieur? Votre source vous raconte n'importe quoi pour tester notre réaction. Blackwood écarta le pan de la tente. Dehors, les positions défensives fraîchement enneigées s'étendaient sous une vigilance constante. Nids de mitrailleuses tous les 50 mètres, patrouilles mobiles, tireurs couvrant chaque approche. Regardez-moi ça. Imprenable. Même un bataillon entier mourrait dans la vallée. L'agent serait un tireur d'élite, monsieur. Spécialiste longue distance. Blackwood ricana. Alors elle mourra encore plus vite. Il n'existe aucun point, dans un rayon de 3 kilomètres, capable de nous menacer ici. J'ai choisi cette crête précisément parce qu'elle est un cauchemar pour les snipers. Aucun couvert, aucun angle. Elle releva le major Nathan Cole, son conseiller tactique. Kessler consulta ses notes à contre-cœur. Oui, monsieur. Ancienne opératrice des forces spéciales américaines, présumée morte à Raven Rock il y a 6 ans, récemment confirmée vivante et opérant seule. La tente sombra dans un silence absolu. Blackwood se retourna lentement. Raven Rock, il y a 6 ans. Ses yeux se plissèrent. L'unité qui s'est avancée dans notre champ de mine après notre offre de reddition. Oui, monsieur. 13 morts. Une survivante, une tireuse d'élite, nom effacé de tous les registres. Pendant un instant, le sourire assuré de Blackwood s'effaça. Puis il revint. Plus dur, plus tranchant, au point de raidir même les vétérans autour de lui. Alors, elle a survécu. Et maintenant, elle vient chercher sa vengeance. Il retourna vers la carte, suivant la ligne de crête d'un doigt épais. Excellent. Je me souviens de cette unité, des combattants coriaces. Ils ont refusé de céder, même encerclés. Ils sont morts. Il leva les yeux vers Ivan Kessler. Si leur survivante est à moitié aussi obstinée, cela pourrait devenir intéressant. Monsieur, devons-nous modifier les protocoles de sécurité ? Demanda Kessler. Non. La voix de Blackwood claqua avec une certitude absolue. En fait, annulez la réunion de demain en intérieur. Nous la tiendrons ici, sur la plateforme d'observation. État-major complet. Visible pour quiconque voudra regarder. Un sourire glacé étira ses lèvres. Qu'elle voie, qu'elle comprenne que nous ne nous cachons pas. Qu'elle sache que même en connaissant exactement l'endroit où je me tiendrai, elle ne pourra pas m'atteindre. Général, c'est... commença Kessler. Un ordre. Le sourire de Blackwood ne vacilla pas. J'ai combattu sur 4 continents, vaincu des armées 10 fois supérieures, survécu aux tentatives des meilleurs assassins du monde, et je devrais trembler devant une seule femme. Il éclata de rire à nouveau, mais cette fois avec une cruauté assumée. Non, nous ferons d'elle un exemple. Quand on retrouvera son cadavre gelé, serrant un fusil qu'elle n'aura jamais eu le temps d'utiliser, peut-être que les Américains comprendront enfin. On ne me tue pas en envoyant une personne. Une femme. Il congédia son état-major d'un geste. Tandis qu'il sortait, en murmurant, Blackwood se replongea dans ses cartes. L'offensive de demain écraserait les lignes américaines. Leur volonté céderait. La guerre s'achèverait. Il avait affronté bien pire qu'une femme seule dans la neige. Bien pire. Il ne remarqua pas le petit drapeau planté sur la carte, la crête située exactement à 1873 mètres de la plateforme d'observation.
la distance qui scellerait le destin. Elle avançait dans la forêt comme le vent entre les branches, présente, mais imperceptible. La femme qui avait autrefois été Emily Carter portait plus de 20 kilos d'équipement à travers un terrain qui avait déjà tué des soldats plus robustes. Son fusil, fabriqué sur mesure et réglé pour des distances extrêmes, était enveloppé de tissu blanc, se fondant parfaitement dans la neige. 2 cartouches. Une seule serait nécessaire. La seconde était une assurance contre l'échec. La température était descendue à 24 degrés Celsius. Son souffle aurait dû trahir sa position par un nuage de condensation, mais elle respirait lentement à travers son écharpe, dispersant l'humidité. Le moindre détail comptait. Une buée mal placée pouvait révéler sa présence. Et révélation signifiait mort. Mais la mort ne lui faisait plus peur. La première nuit, elle bivouaqua dans une congère, creusant une cavité à peine plus grande qu'un cercueil, qu'elle recouvrit de branches et de neige poudreuse. Sa température corporelle chuta à un niveau dangereux. Pourtant, elle savait comment entrer dans un état proche de l'hibernation, ralentir le cœur, économiser l'énergie, devenir moins humaine, plus mécanisme de survie. Dans l'obscurité, les souvenirs affluèrent. Sergent Jacob Turner, riant, en montrant les dessins de sa fille. Disparu dans la première explosion. Private Lauren Price, 23 ans, écrivant des lettres qui n'arriveraient jamais, se vidant de son sang dans la neige, tandis qu'Emily lui tenait la main. Lieutenant Andrew Collins, toujours en tête, parce qu'il prenait toujours la tête, posant le pied sur une mine censée avoir été neutralisée. Ses derniers mots, « Ce n'est pas ta faute, Carter, ce n'est pas ta faute. » Mais c'était sa faute. Elle avait cru au drapeau blanc, cru à la promesse de passage sécurisé de Blackwood. Elle avait conduit son équipe vers une exécution déguisée en clémence. 13 étaient entrés dans ce champ de mine. Une seule en était sortie. Elle avait rampé pendant 6 heures dans la boue gelée, écoutant ses amis mourir, entendant les soldats de Blackwood rire, percevant la voix du général ennemi au haut-parleur, félicitant ses troupes pour une négociation réussie. Le froid avait failli l'emporter cette nuit-là. Il aurait dû. Au lieu de cela, il s'était incrusté en elle, mêlé à la rage et au chagrin, jusqu'à ce qu'elle ne distingue plus la chair gelée du cœur figé. Le deuxième jour, elle traversa un ruisseau pris par la glace. Celle-ci céda sous son poids. L'eau glaciale envahit ses bottes, trempant ses jambes. L'hypothermie la tuerait en quelques heures si elle ne trouvait pas de chaleur. Elle continua d'avancer. Elle trouva une cabane de berger abandonnée, un poêle rouillé, du bois à moitié pourri. Elle aurait pu faire un feu, se réchauffer. Elle ne le fit pas. Elle ôta ses bottes et ses chaussettes trempées, enveloppa ses pieds dans des tissus secs tirés de son sac, puis resta immobile pendant 4 heures, forçant la circulation par la seule volonté. La douleur était indescriptible. Ses orteils devinrent bleus, puis violets, puis blancs. Ils ne tombèrent pas. La douleur signifiait qu'elle était encore en vie, et être en vie signifiait pouvoir terminer la mission. Le 3e jour, elle atteignit l'approche finale. La crête où Blackwood se tiendrait se dressait devant elle comme une pierre tombale. Roche grise saupoudrée de blanc, austère, implacable, impossible à gravir, impossible de s'y dissimuler. La plateforme d'observation jaillissait du sommet comme un doigt d'honneur dressé vers le ciel. Elle devait se placer au-dessus. L'ascension lui prit 18 heures. La paroi rocheuse était gainée de glace, les prises dissimulées sous la neige. À plusieurs reprises, elle faillit chuter, ne se rattrapant qu'au dernier instant grâce à une force née d'une obstination pure. Ses doigts saignaient à l'intérieur des gants. Ses épaules hurlaient de douleur. Son corps la suppliait d'abandonner. Elle grimpa quand même. Peu avant l'aube du 4e jour, elle atteignit enfin l'emplacement qu'elle avait repéré sur des cartes étudiées autrefois dans un poste de commandement chauffé. Une autre vie. Une légère dépression dans la roche, 30 mètres plus haut, et à près de 1800 mètres de l'endroit où Raymond Blackwood se tiendrait. À peine assez large pour accueillir son corps et son fusil. Exposé au vent, dans des conditions qui rendèrent le tir presque impossible. Presque. Elle se mit en place avec une précision mécanique, déballa son arme, introduisit une cartouche, la seconde glissa dans la poche intérieure de sa veste, contre son cœur. Puis elle s'immobilisa. Elle ne dormait pas. Elle n'attendait pas. Elle devenait. Elle devenait la neige. Elle devenait le vent. Elle devenait la montagne elle-même. Elle devenait l'instrument par lequel la guerre prendrait fin. En bas,
Dans la vallée, des soldats se préparaient à une bataille qui n'aurait jamais lieu. Là-haut, une femme se préparait à tirer un coup de feu qui traverserait l'histoire. La guerre lui avait tout pris. À présent, elle allait tout lui reprendre. L'aube se leva sur les montagnes dans une palette de gris et de blanc. Elle était restée immobile depuis 6 heures. La neige s'était accumulée sur son dos, ses épaules, le long du canon du fusil. À cet endroit du monde, si un observateur avait existé, il n'aurait vu qu'une formation rocheuse de plus, une irrégularité parmi d'autres dans ce paysage impitoyable. Sous la neige pourtant, son esprit fonctionnait avec une clarté absolue. Vent, 12 km/h, rafale jusqu'à 18, direction variable, dominante nord-est, température 27 degrés, pression atmosphérique en baisse, humidité 73%. Chaque paramètre influerait sur la trajectoire à cette distance. La moindre erreur se traduirait par un écart de plusieurs mètres. Une rafale au mauvais instant pouvait dévier la balle. L'air froid, plus dense, modifiait la balistique. L'effet de Coriolis pousserait le projectile d'environ 3 cm vers la droite, tout avait été pris en compte. Son fusil était une œuvre d'ingénierie de précision. Canon fabriqué sur mesure, poli à la main, tolérance mesurée en microns, crosse sculptée selon ses mensurations exactes, lunettes capables de distinguer un visage humain à 2000 mètres, en conditions parfaites. Les conditions étaient loin de l'être. À travers l'optique, elle observa la plateforme d'observation. Une structure d'acier récente, renforcée contre l'artillerie, inutile ici. Les défenses étaient orientées vers le bas, comme si toute menace devait forcément venir de la vallée. Personne n'avait envisagé une attaque depuis le haut. Personne, sauf elle. À 08h47, du mouvement. Des soldats gagnèrent Bayer la plateforme. Elle en compta 37, officiers d'état-major, spécialistes des transmissions, gardes rapprochés, tous emmitouflés dans de lourds manteaux. À 08h51, il apparut. Le général Raymond Blackwood monta sur la plateforme, comme s'il possédait le ciel lui-même. Large d'épaules, assuré, inspectant la vallée avec satisfaction. Son souffle formait de petits nuages dans l'air glacial. Il riait à une remarque d'un aide. Le réticule se posa sur sa poitrine. Pas encore. La distance était extrême. À cette portée, il ne suffisait pas de viser et tirer. Elle devait devenir le fusil, fusionner son système nerveux avec le métal et le bois jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de frontière entre la chair et l'arme. Sa respiration ralentit. 4 secondes d'inspiration. Blocage. 8 secondes d'expiration. Le rythme cardiaque chuta. 60 battements par minute. 45, 40, 35. Chaque battement produisait une micro-oscillation. À 1800 mètres, un battement pouvait faire la différence entre le centre de masse et un tir manqué. Les snipers apprennent à tirer entre 2 battements. Elle avait appris à les effacer presque entièrement. Pas à arrêter son cœur, mais à ralentir son rythme à un point tel que, pendant de brèves secondes, son corps cessait toute fluctuation perceptible. Dans la lunette, elle observait Blackwood gesticuler, expliquer l'offensive du lendemain à son état-major. Il pointait la vallée, là où les forces américaines se terraient dans leurs tranchées, ignorant que leur salut se jouait à quelques millimètres. Rafale. La neige tourbillonna soudain sur la plateforme. Elle attendit, une patience sculptée par 6 années de rage contenue. Le vent tomba. À 09h03, un jeune officier s'approcha de Blackwood avec un message. Elle le vit lire, vit son expression changer. D'abord la surprise, puis l'amusement. Il riait de nouveau, plus fort, montrant le message aux officiers proches. Ils rirent aussi, certains avec gêne. Elle savait ce qu'ils disaient. Les renseignements étaient enfin arrivés. Confirmation d'un tireur, une femme. Blackwood se tourna alors vers les montagnes environnantes, lentement, théâtralement, balayant les crêtes du regard pour démontrer son mépris du danger. Il écarta les bras, comme pour inviter le tir. « Allez », murmura-t-elle. Ses premiers mots depuis 4 jours, mais pas encore. La position n'était pas idéale. Il se tenait partiellement dissimulé derrière un pilier de soutien. Le tir était possible, mais pas certain. Elle attendit. Blackwood s'avança jusqu'au bord de la plateforme. Il riait toujours. Il s'appuya contre le garde-corps, désormais totalement exposé, désignant la vallée d'un geste ample, se transformant volontairement en la cible la plus visible de toute la montagne. Il se moquait d'elle. Parfait. Elle effectua les derniers calculs. Vent stable à 13 km/h,
température constante, distance confirmée par télémètre laser, 1873 mètres. Son doigt se glissa vers la détente. Pas encore en contact, suspendu, en attente de l'instant entre les instants. En contrebas, Blackwood parlait. À cette distance, elle ne pouvait entendre les mots, mais elle lisait son langage corporel sans effort. Assurance, mépris, certitude absolue de son invincibilité. Il avait oublié la première règle de la guerre. Le moment où l'on se croit invincible est celui où l'on devient le plus vulnérable. Son cœur battit une fois de plus. Puis, elle entra dans cet espace étrange, suspendu, entre deux pulsations. Le monde se réduisit. Un réticule, une cible, une mission, un achèvement. 6 années de fantômes réclamant justice. Pas encore. Presque. Presque. Monsieur, rapport final du renseignement. Le colonel Ivan Kessler s'approcha avec une réticence visible, une tablette lumineuse à la main, agressive dans la clarté glacée du matin. Autour d'eux, 37 officiers d'état-major se tenaient au garde-à-vous sur la plateforme, prêts pour le briefing. Blackwood ne se détourna pas du paysage. En contrebas, la vallée s'étendait dans une perfection blanche, son armée disposée comme des pièces sur un échiquier. Demain, ils avanceraient. Demain, la résistance américaine s'effondrerait. « Encore des avertissements à propos de mon assassin fantôme ?» demanda-t-il sans intérêt. « Oui, monsieur. Confirmation, une opératrice seule est entrée dans le secteur forestier ouest il y a 4 jours. Elle n'a pas été revue depuis. 4 jours par ce temps. » Blackwood se tourna enfin. Alors elle est morte, gelée dans une congère, serrant son fusil comme un jouet d'enfant. Il prit la tablette, parcourut le rapport. Opératrice unique, spécialiste longue distance, cible présumée, vous, une femme. Les 2 derniers mots sortirent comme le début d'un rire. Il leva les yeux vers Kessler, vers Nathan Cole, vers les officiers qui l'avaient mis et suivi à travers d'innombrables campagnes. Une femme, répéta-t-il. Et cette fois, le rire jaillit pleinement, profond, sincère. Il résonna sur la plateforme, se répercuta contre les montagnes. Ils ont envoyé une femme pour mettre fin à cette guerre, pour me tuer. Quelques officiers rirent nerveusement, d'autres restèrent donc silencieux, le regard glissant vers les crêtes environnantes. Le rire de Blackwood enfla. Voilà à quoi ils en sont réduits. Pas une armée, pas une force spéciale, même pas une véritable équipe d'assassinat. Il écarta les bras, embrassant l'absurdité de la situation. Une femme avec un fusil. Il s'avança jusqu'au bord de la plateforme, saisit la rambarde à 2 mains. Sa voix porta, forte et moqueuse, à travers la vallée. « Tu m'entends, tireuse américaine ? Tu es là, quelque part, en train de grelotter dans la neige. Crois-tu vraiment pouvoir tuer Raymond Blackwood ? Crois-tu que toi et ton petit fusil puissiez accomplir ce que des armées entières n'ont pas réussi ?» Le vent se leva, emportant ses paroles dans le vide blanc. « Je suis invincible, » cria-t-il. « J'ai vaincu tous ceux qui m'ont défié, chaque armée, chaque stratégie, chaque... » Monsieur, intervint doucement le major Olaf, peut-être devrions-nous déplacer le briefing à l'intérieur. Blackwood se retourna brusquement. L'expression sur son visage fit reculer le major d'un pas. À l'intérieur, comme un lâche, comme un homme effrayé par une femme ? Il éclata de rire de nouveau, mais cette fois avec une cruauté assumée. Non, nous restons ici. Le briefing se déroulera exactement comme prévu. Et quand rien ne se produira, quand aucun tir ne viendra, vous vous souviendrez tous que je ne suis pas arrivé à ce rang en me cachant des fantômes. Il tourna le dos aux montagnes, aux crêtes, aux distances impossibles où aucun tireur n'était censé pouvoir opérer. Maintenant, dit-il en dépliant une carte sur la table voisine, la phase 1 de l'offensive de demain commencera à 06 heure 0. L'artillerie, son état-major se rassembla autour de la carte. Certains jetaient encore des regards inquiets vers les sommets. Mais l'attention de Blackwood était totale, concentrée sur la stratégie, sur la victoire, surtout, sauf sur la petite forme immobile située à 1873 mètres, la forme qui avait cessé d'être Emily Carter 6 ans plus tôt. La forme devenue autre chose, quelque chose de patient, quelque chose de mortel, quelque chose dont le doigt avançait maintenant le dernier millimètre vers la détente. Inspiration. 4 secondes. Blocage. Dans la lunette, le dos de Blackwood remplissait le réticule, centre de masse. La cible parfaite, il s'était détourné des montagnes. Il avait rejeté la menace. Il avait prouvé son invincibilité à ceux qui doutaient. Erreur fatale. Expiration. 8 secondes. Son cœur battit une fois. Un choc doux,
presque imperceptible, qui déplaça son corps de 0,3 mm exactement. À cette distance, ce déplacement comptait, tout comptait, attendre l'intervalle entre deux battements. Vent stable, 13 km/h, nord-est, température, 27 gaz pris en compte, air dense, plus lourd que l'été, trajectoire modifiée, prise en compte, distance, 1873 mètres, presque au-delà des capacités de l'arme, presque. Effet de Coriolis, rotation terrestre, dérive de 3 cm vers la droite, pris en compte, mouvement de la cible, légère inclinaison vers l'avant, angle du corps, 30 degrés, silhouette réduite, tout avait été anticipé, tout, sauf un facteur. Celui qui rendait ce tir possible là où tous les autres auraient échoué. La rage. Pas une colère brute, incontrôlée, qui aurait ruiné la précision. Non. Une rage figée, comprimée pendant 6 ans, jusqu'à devenir autre chose. Une fureur froide, cristalline, qui aiguisait la concentration au lieu de la briser. Pour Jacob Turner, son doigt commença à presser la détente. Pas tirer, presser. Une pression lente, régulière, calculée pour libérer le coup à la microseconde exacte. Pour Lauren Price, le fusil respirait avec elle, devenait une extension de son corps, métal et bois, prolongement de volonté et de nécessité. Pour Andrew Collins, l'instant entre deux battements arriva. Un moment de silence absolu, où son corps cessa toute fluctuation. Pour les 13, la détente céda. Le fusil tira. Pas d'explosion. Le silencieux étouffa le bruit en une toux sourde aussitôt engloutie par le vent. Aucun éclair. Le dispositif de bouche dissipa toute signature visible. Aucun son n'atteignit la vallée. Mais la balle partit. Supersonique, 183 000 tours par minute, traversant 1800 mètres en 2,7 secondes, luttant contre le vent qui la poussait à droite, contre la gravité qui la tirait vers le bas, contre l'air qui cherchait à la ralentir jusqu'à l'arrêt. Elle ne suivit pas le projectile. Les professionnels ne le font jamais. On ne voit pas une balle. On ne corrige pas en plein vol. On tire. Et on fait confiance à la physique. Ces 2,7 secondes furent interminables, comme 6 années compressées en un seul instant. Durant ce laps de temps, Emily Carter, morte depuis il y a 6 ans, revécut. Elle revit son équipe, entendit leur voix, se souvint de celle qu'elle avait été avant que Raven Rock n'anéantisse tout ce qu'elle aimait. Puis, la balle arriva. Dans la lunette, elle vit Raymond Blackwood se raidir, le vit agripper le bord de la table, vit la carte se tacher brutalement de rouge, puis il s'effondra. Pas de ralenti, pas de mise en scène. Juste un homme dont on avait coupé les fils, disparaissant du champ tandis que l'état-major sombrait dans la panique. Elle ne rechargea pas, n'utilisa pas la seconde cartouche, elle n'en avait pas besoin. Le tir avait été parfait. La guerre était terminée. Et Emily Carter pouvait enfin se reposer. Pendant 3 longues secondes, personne sur la plateforme ne comprit ce qui venait de se produire. Le général Blackwood gisait sur le plancher d'acier, le sang s'étendant sous lui. Le major Nathan Cole le regarda, perplexe, croyant d'abord à une chute sur la glace. Le colonel Ivan Kessler ouvrit la bouche pour demander si une assistance médicale était nécessaire. Puis, il virait la blessure. « Sniper !» Quelqu'un cria. Le chaos éclata. Les officiers se jetèrent à couvert. Les gardes levèrent leurs armes, pivotant dans toutes les directions, sans trouver de cible. Les radios s'emplirent d'appels paniqués pour des médecins, des renforts, une aide qui ne servirait à rien. La médecin personnelle du général, Dr Evelyn Hart, se fraya un chemin à travers la foule affolée. 20 années passées en zone de combat, toutes les blessures possibles, vues et revues. Lorsqu'elle s'agenouilla près de Blackwood, ses mains s'immobilisèrent. Le projectile était entré dans son dos, avec un angle descendant, avait traversé le cœur et ressorti par la poitrine. La mort avait été instantanée. Placement parfait, précision chirurgicale, à une distance impossible. « Il est mort », dit-elle doucement. Les mots se propagèrent sur la plateforme. Les gardes cessèrent de chercher une menace. Les officiers arrêtèrent de crier des ordres. Tout le monde s'immobilisa. Raymond Blackwood, invincible, légendaire, jamais vaincu, étendu, mort d'une seule balle que personne n'avait entendue, tiré depuis une direction que personne n'avait envisagée, par un ennemi jugé insignifiant. « Une femme ?» murmura Ivan Kessler. Il se redressa lentement, observant les montagnes environnantes. Quelque part là-haut, hors de toute portée de riposte, la tireuse restait intouchable. Mission accomplie. Il porta sa radio à la bouche.
Sa voix n'avait plus rien de sa certitude habituelle. À toutes les unités, le général Blackwood est... Le général est tombé. Je répète, le général est tombé. Le silence qui suivit fut total. Dans les tranchées en contrebas, les tirs cessèrent. Des deux côtés, l'absence soudaine de feu se propagea comme des cercles sur l'eau. La confusion remplaça la fureur. Les soldats regardèrent leurs officiers, attendant des ordres qui ne vinrent pas. La nouvelle alla plus vite que les ondes radio. Murmures, rumeurs, puis confirmation. Le général était mort. Aux avant-postes américains, les rapports affluaient, incrédules. Les forces ennemies posaient simplement leurs armes, sans se rendre, sans battre en retraite. Elles s'arrêtaient, debout dans leurs tranchées, fixant la crête où leur commandant se tenait quelques minutes plus tôt. Au poste de commandement américain, le lieutenant Daniel Brooks, penché sur les communications, n'en croyait pas ses oreilles. Monsieur... Confirmation multiple. Les forces ennemies ont cessé toute action offensive. Elles n'attaquent plus. Elles ne ripostent même pas lorsqu'on les teste. Confirmation sur Blackwood, source multiple. KIA confirmé. Un seul tir, précis, mortel. Daniel Brooks leva les yeux, son visage exprimait à la fois la stupeur et l'émerveillement. Elle l'a vraiment fait. Sur la plateforme ennemie, le major Nathan Cole prit le commandement par défaut. Il fixa la carte que Blackwood étudiait au moment où la balle avait frappé. L'offensive du lendemain y était détaillée avec une minutie implacable, une stratégie conçue pour briser définitivement la résistance américaine. Il replia la carte avec soin. « Monsieur ?» demanda un jeune officier. « Vos ordres ?» Cole leva de nouveau les yeux vers les montagnes, vers ces distances impossibles, vers cette neige intacte derrière laquelle un fantôme avait accompli ce que des armées entières n'avaient jamais su faire. « Cessez le feu », dit-il à voix basse. « Position défensive complète, aucune action offensive. » Il inspira, puis ajouta, hésitant sous le poids des mots, « Contactez Reykjavik immédiatement. Nous devons discuter des termes. » « Des termes, monsieur ?» Il ferma les yeux une fraction de seconde. « Capitulation, lieutenant. » Le mot est capitulation. Les communications radio qui suivirent transformèrent le champ de bataille en canal diplomatique. Les positions de combat acharnées devinrent une paix fragile, incertaine. Des hommes qui, quelques minutes plus tôt, tentaient encore de s'entretuer, restaient désormais immobiles dans leurs tranchées, à observer, à attendre. Au poste de commandement américain, le colonel Richard Mallory écoutait l'impensable. Des commandants ennemis demandaient un cessez-le-feu, réclamaient des protocoles de négociation. Le mot reddition apparaissait dans des messages provenant de forces qui ne l'avaient jamais envisagé. « Elle a réellement mis fin à la guerre », répéta Brooks encore incrédule. Un seul tir, une seule personne. La major Allison Grant se tenait près de la fenêtre, regardant vers le nord, vers des montagnes invisibles derrière le rideau de neige. « Pas une personne, lieutenant. Un fantôme. Une femme morte il y a 6 ans, revenue uniquement pour cet instant. »« Est-ce qu'elle reviendra ?» demanda Brooks. « Peut-on l'extraire ? L'aider à rentrer ?» Mallory secoua lentement la tête. « Elle est déjà partie. Elle n'a jamais été ici. Rien de tout cela n'a eu lieu. Nous nous sommes simplement réveillés un matin pour découvrir que notre ennemi avait perdu toute volonté de se battre. » Il marqua une pause. « Mais nous connaissons tous la vérité. La guerre ne se termine pas toujours par des traités. Parfois, elle s'achève par un souffle de vent dans les montagnes. Et un tir parfait. » Elle resta immobile 47 minutes après le tir. Pas par prudence, pas par nécessité tactique, mais parce que bouger aurait signifié reconnaître ce qu'elle avait fait, ce qu'elle était devenue, ce que 6 années avaient forgé en elle. À travers la lunette, elle observa le chaos se répandre, les médecins se rassembler autour du corps de Blackwood, la panique, la confusion. Puis cette prise de conscience progressive qui traversait les rangs ennemis, leur chef invincible était tombé. Et ensuite, elle vit quelque chose d'encore plus remarquable, la guerre s'arrêter, pas se conclure, pas se clore par une cérémonie officielle, simplement s'arrêter, comme un cœur qui cesse de battre, vivant un instant, immobile l'instant suivant. À la 48e minute, elle bougea enfin. Elle démonta son fusil avec une précision méthodique. Chaque pièce fut enveloppée séparément, rangée dans son sac. L'étui de la cartouche tirée glissa dans sa poche. Une preuve qui ne referait jamais surface. La seconde balle, intacte, elle la tint un long moment avant de la ranger à son tour.
une assurance contre l'échec. Inutile, finalement. La descente fut plus difficile que la montée. L'épuisement la rattrapait enfin. L'adrénaline se dissipait, ne laissant que le froid, la douleur et ce vide particulier qui accompagne l'accomplissement total. Ses doigts, déjà meurtris, criaient à chaque prise. Ses épaules brûlaient, ses jambes tremblaient. Elle descendit quand même. Il lui fallut 7 heures pour redescendre, ce qui lui en avait pris 18 à gravir. Lorsqu'elle atteignit enfin la lisière de la forêt, le crépuscule avait rendu le monde gris, flou, parfait pour disparaître. Elle s'éloigna vers le sud-ouest, loin des deux armées, vers une nature sauvage qui effacerait toute trace avant l'aube. Aucun point d'extraction, aucune équipe de récupération, seulement la forêt profonde, la neige épaisse et la certitude que Emily Carter était morte à Raven Rock 6 ans plus tôt. Ce qui avançait désormais dans la neige était autre chose, quelque chose qui avait rempli sa mission. Derrière elle, sur la crête qu'elle avait occupée, il ne restait qu'une légère dépression dans la neige. À minuit, une nouvelle couche de poudre la comblerait. À l'aube, ce serait comme si personne n'était jamais passé par là. 3 jours plus tard, une équipe de recherche atteignit la position. Des forces spéciales américaines envoyées pour documenter l'impossible. Ils trouvèrent la dépression, calculèrent l'angle, mesurèrent la distance, 1873 mètres, angle descendant, 38 degrés, vent, froid, conditions irréalisables. Personne ne peut réussir un tel tir, dit le chef d'équipe en observant, à travers sa propre lunette, l'endroit où Blackwood était tombé. Pas même dans des conditions parfaites, pas même avec une assistance informatique. Pourtant quelqu'un l'a fait, répondit son observateur. Ils cherchèrent des indices, n'en trouvèrent aucun. Pas d'étui, pas de résidus, pas d'ADN, rien. Sinon cette dépression dans la neige et la certitude mathématique qu'une balle avait parcouru cet espace précis pour atteindre sa cible. C'est un fantôme, finit par dire le chef d'équipe. Qui qu'elle soit, ou qu'elle ait éreinté, elle n'existe pas. Elle ne peut pas exister, parce que si elle existe, cela signifie que quelqu'un peut accomplir l'impossible, et c'est terrifiant. Ils quittèrent l'endroit sans le marquer. Le rapport fut classifié à un niveau inaccessible. Les archives officielles indiqueraient que le général Raymond Blackwood était mort à la suite d'un dysfonctionnement matériel, un accident improbable. Parce qu'admettre la vérité aurait signifié admettre une faille, reconnaître que toute la technologie, toute la sécurité, toutes les armées du monde n'avaient pas suffi à arrêter une seule personne animée d'un but clair. Dans la vallée en contrebas, la guerre prit officiellement fin. Les traités furent signés, les conditions négociées. Les soldats, des deux camps, rentrèrent chez eux. Aucun ne sut vraiment pourquoi. Les états-majors parlèrent de contraintes tactiques, de calculs stratégiques, de percées diplomatiques. Mais les nuits froides, lorsque les anciens se retrouvaient et que les histoires circulaient, une autre version se murmurait, à demi crue, à demi niée, celle d'une femme dans les montagnes, d'un fantôme venu de Raven Rock, d'un tir que personne n'avait entendu, mais que tous avaient ressenti. Certains disaient qu'elle avait été un ange de miséricorde, mettant fin à la souffrance. D'autres la décrivaient comme un démon de vengeance, venu réclamer le prix du sang. La vérité, comme toujours, était plus complexe. Elle avait été une soldate à qui tout avait été arraché, quelqu'un qui avait cessé d'être pleinement humaine pour atteindre un unique objectif, et qui, une fois cet objectif accompli, s'était simplement éloigné, dans la neige et l'ombre. Personne ne la revit, personne ne chercha vraiment. 7 ans plus tard, la crête où le général Blackwood avait trouvé la mort était devenue un lieu étrange, à mi-chemin entre mémorial et curiosité. Les deux camps avaient accepté de la préserver comme terrain neutre, symbole de la fin du conflit, sans jamais reconnaître officiellement comment cette fin avait été obtenue. Au pied de la plateforme d'observation, une petite stèle de pierre avait été posée. Aucun nom, aucune explication, seulement des coordonnées et une date. Certains visiteurs en comprenaient le sens, d'autres se demandaient simplement pourquoi on avait choisi de commémorer une crête vide. Un matin de printemps, lorsque la neige s'était enfin retirée vers les sommets les plus élevés, un homme d'un certain âge se tenait devant la stèle, lisant une inscription qui n'en était pas vraiment une. Daniel Brooks, plus lieutenant depuis longtemps, historien civil désormais, chargé de documenter la guerre. Il venait ici une fois par an, toujours seul, toujours lorsque les beaux jours revenaient.
Derrière lui, des pas résonnèrent sonner sur le sentier récemment dégagé. Il se retourna, s'attendant à voir des touristes. À la place, il aperçut une femme âgée, sans doute dans la soixantaine avancée. Elle marchait avec une légère boiterie, mais avec une détermination évidente. « Belle vue » dit-elle en s'arrêtant à côté de lui. Brooks l'observa. Il y avait quelque chose de familier dans sa posture, dans la façon dont ses yeux parcouraient les montagnes alentour, avec une précision tactique mal dissimulée derrière une apparente désinvolture. « Oui », répondit-il prudemment. « Même si la plupart des gens viennent en hiver pour voir l'endroit où la guerre s'est arrêtée, la guerre s'est arrêtée ici ?» Elle arqua un sourcil. « Je croyais qu'elle s'était achevée à Reykjavik. » Traité, diplomatie, c'est la version officielle. Et la version officieuse, Brooks la regarda plus attentivement. Les cheveux gris, le visage marqué par le temps, et ses yeux pâles, capables de percer la neige même au printemps. La version officieuse dit qu'elle s'est terminée par un tir que personne n'aurait dû pouvoir réussir. Elle esquissa un léger sourire. On dirait un conte dit comme ça. Peut-être, mais j'étais au poste de commandement quand la confirmation est arrivée. J'ai parlé à la femme, il hésita, à celle qui a monté l'opération, qui a contacté quelqu'un qui était officiellement mort depuis 6 ans. Il se tourna complètement vers elle. Quelqu'un qui a accompli l'impossible, puis a disparu à un point tel que même les forces spéciales n'ont jamais trouvé la moindre preuve de son existence. La femme s'avança jusqu'au garde-corps et contempla la vallée où, autrefois, les deux armées s'étaient fait face sur un sol gelé. « Croyez-vous aux fantômes, monsieur Brooks ? Comment connaissez-vous mon nom ? » « Il est sur votre badge de presse, » répondit-elle en désignant le cordon autour de son cou. Elle sourit. « Même si j'aurais dû dire Dr Brooks maintenant. Félicitations pour le doctorat. » Il la fixa, troublé. « Qui êtes-vous ? » Quelqu'un qui profite du printemps. Elle inspira profondément, comme si elle savourait un air longtemps refusé. « Il y a 7 ans, je n'aurais pas pu me tenir ici. Trop exposé, trop visible, trop dangereux. » Elle fit un geste vague autour d'elle. « Mais aujourd'hui, il y a la paix. » Elle le regarda droit dans les yeux, parce que quelqu'un a compris que parfois, pour sauver des milliers de vies, il faut devenir celui qui en prend une. « Vous voulez savoir si elle était une héroïne ou un monstre ?» reprit-elle. « Si ce qu'elle a fait relevait de la justice ou du meurtre ?» La gorge de Brooks était sèche. « Êtes-vous une touriste, Dr Brooks, venue d'y visiter un mémorial consacré à une guerre qui s'est terminée de façon étrange. C'est tout ce que dira n'importe quel dossier officiel. » Elle sourit avec tristesse. « Emily Carter est morte à Ravenrock, médaille d'honneur, à titre posthume. Cette version-là ne change pas. » Elle tourna le regard vers les montagnes, vers cette distance impossible, vers ce point accessible uniquement à quelqu'un prêt à tout endurer pour l'atteindre. Officieusement, l'unité d'Emily Carter a été massacrée par Raymond Blackwood après une fausse reddition. 13 personnes qui ont cru à sa parole. 13 personnes mortes dans la neige pendant qu'il riait. Sa voix resta calme, mais une lueur glacée passa dans ses yeux pâles. Emily Carter a survécu. Elle a passé 6 ans à devenir autre chose, quelque chose de capable de mettre fin à une guerre avec un seul tir. Et après cela, qu'est-il advenu d'elle ? Elle s'est éloignée, dans la neige, dans l'anonymat, parce que ce tir n'avait jamais été une question de gloire ou de reconnaissance. Il s'agissait d'empêcher que d'autres meurent comme son unité était morte, c'était tout. La femme se détourna pour partir, puis s'arrêta. Parfois, dit-elle, la chose la plus puissante qu'une personne puisse faire, c'est d'accomplir ce pourquoi elle est venue, puis disparaître. Sans discours, sans médaille, juste l'achèvement. « Attendez », lança Daniel Brooks alors qu'elle s'éloignait. Il hésita. « Puis-je vous poser une question ?» Officieusement, d'humain à humain. Elle s'immobilisa, sans se retourner. « Est-ce que ça en valait la peine, tout ce qu'elle a sacrifié ?» Un long silence s'installa. Le vent parcourut la vallée, chargé d'odeurs de pin et de terre qui dégèle. Le printemps s'installait après un hiver interminable. « Chaque nuit, dit-elle enfin à voix basse, 13 personnes viennent dans mes rêves. Mon équipe, ma famille. » Elle marqua une pause. « Et chaque nuit, je leur dis la même chose. J'ai fait ce que vous ne pouviez pas faire. J'ai survécu,
pour terminer ce qui avait été commencé. Elle se retourna enfin. Des larmes glissèrent sur ses joues marquées par le temps. Est-ce que ça en valait la peine ? Je ne sais pas. Mais c'était nécessaire, et parfois, ça suffit. Elle repartit alors, disparaissant sur le sentier comme elle avait autrefois disparu dans la neige et l'ombre. Brooks la regarda s'éloigner, sachant avec une certitude absolue qui elle était, sachant aussi qu'il ne pourrait jamais le prouver, sachant enfin que certaines histoires sont plus fortes lorsqu'elles restent des légendes plutôt que des faits. Il se tourna vers le mémorial, vers les coordonnées, vers la date, vers l'endroit où une femme avait changé le cours de l'histoire, et il murmura des mots qui ne figureraient jamais dans ses ouvrages officiels. « Merci, sergent Emily Carter. Reposez-vous. » Le vent emporta ces paroles dans la vallée où les fantômes ne marchaient plus, où la guerre était réellement terminée, où la neige avait enfin fondu, révélant une terre prête à renaître. Le colonel Richard Mallory mourut 3 ans après la fin de la guerre. Cause naturelle, indiquait le rapport. Défaillance cardiaque. Trop d'années à porter un poids que les civils ne comprendraient jamais. À ses funérailles, auxquelles assistèrent des officiers ayant servi sous ses ordres et des responsables politiques qui lui avaient remis des décorations, un petit groupe de vétérans se tenait à l'écart. Ils ne s'adresseraient pas à la famille, n'offriraient pas de condoléances à sa veuve, ils se contentèrent d'être là, en silence, pour honorer un homme qui avait pris des décisions impossibles en des temps impossibles. Parmi eux se trouvait Daniel Brooks, plus le jeune lieutenant nerveux qui doutait de chaque ordre. Désormais un homme ayant consacré des années à étudier la guerre, à en consigner les leçons, à écrire des livres qui n'atteignaient jamais tout à fait la vérité. Alors que la cérémonie touchait à sa fin, il remarqua une silhouette encore plus en retrait. Une femme âgée, aux cheveux gris, légèrement boiteuse, observait depuis l'ombre d'un arbre au bord du cimetière. Il la rejoignit lorsque les autres furent compartis. « Vous ne devriez pas être ici, » dit-il doucement. « Vous non plus. » Elle esquissa un sourire. « Vous êtes censé donner une conférence à Princeton aujourd'hui. »« Vous me surveillez ?» dit-il avec un léger sourire. Les rares personnes qui connaissent la vérité, oui, les fantômes veillent sur les vivants. Elle regarda la pierre tombale de Mallory. C'était un homme bien. Il a pris la décision que tous les autres redoutaient. Il s'en est voulu jusqu'à la fin. Il m'a dit un jour que vous envoyer l'opératrice, lui avait donné l'impression de signer une condamnation à mort. Il n'avait pas tort. Elle baissa les yeux. Emily Carter a été exécutée à Raven Rock. Ce qui a suivi, ce n'était que l'après-coup. Ils restèrent silencieux, observant les derniers endeuillés s'éloigner. Plus loin, un enfant riait, courant après un papillon entre les pierres tombales, de la vie nouvelle au milieu de la mort ancienne. « Combien de personnes savent ?» demanda Brooks. « La vraie histoire. »« Vous, la major Allison Grant, qui vit maintenant dans le Montana, aussi loin des souvenirs que possible. Mallory l'a emportée dans sa tombe. » Elle soupira. L'équipe des opérations spéciales qui a enquêté sur le tir a été dispersée sur différents continents, avec de fortes recommandations d'oublier. Les archives officielles parlent toujours d'un accident matériel, et la plupart y croient. Quelques-uns soupçonnent, mais ne pourront jamais prouver. Ceux qui ont vu la blessure parler, ce serait admettre que leur général légendaire a été tué par quelqu'un qu'ils ont méprisé. Elle sourit sans joie. L'orgueil protège mieux les secrets que n'importe quelle classification. « Vous avez des regrets ?» demanda Brooks. Elle resta silencieuse si longtemps qu'il crut qu'elle ne répondrait pas. « Tous les jours. Pas pour le tir. Il était nécessaire. Mais pour ce que je suis devenu afin de pouvoir le faire. Pour ces 6 années passées à me transformer en quelque chose capable de tuer sans hésiter. Pour me demander si la véritable Emily Carter se reconnaîtrait dans ce qui a suivi. » Elle le regarda. « Mais savez-vous quoi ? Je ne regrette pas le silence. Le fait que des milliers de soldats soient rentrés chez eux parce que la guerre s'est arrêtée à ce moment-là. Que des villages n'aient pas été détruits. Que des familles n'aient pas été brisées. Que des enfants aient grandi avec leurs parents plutôt que dans des orphelinats. » Sa voix se durcit. « Un homme est mort. Des milliers ont vécu. Cette arithmétique fonctionne, même si la méthode ne paraît pas héroïque. » Brooks hocha lentement la tête. « Pour ce que ça vaut, les vétérans que j'ai interrogés disent
tous la même chose. Ils ont senti l'instant où la guerre a basculé, avant même l'annonce officielle, comme une pression qui se relâche, un souffle collectif après des années d'apnée. Tant mieux, elle se détourna. Qu'ils s'en souviennent ainsi. Comme d'un tournant, pas comme d'un meurtre venu des montagnes. « Est-ce que je vous reverrai ?» demanda Brooks. Elle se retourna une dernière fois. « Vous me verrez chaque printemps, là-haut, sur la crête, là où la neige fond et où la paix prend racine, là où un fantôme vient se rappeler qu'il a été humain. » Elle esquissa un sourire triste. « Le reste de l'année, j'apprends à vivre avec ce que j'ai fait, à être autre chose qu'une arme. » Elle marqua une pause. Étrangement, c'est plus difficile que le tir. Puis elle s'éloigna. Et cette fois, Brooks la laissa partir. Certaines personnes portent leur guerre bien après la fin des combats. Certaines ont mérité le droit de les porter seules. Vous me verrez chaque printemps, là-haut, sur cette crête, là où la neige fond et où la paix prend racine, là où un fantôme vient se souvenir qu'il a été humain. Elle marqua une pause. Et le reste de l'année, j'apprends à vivre avec ce que j'ai fait, à être autre chose qu'une arme. Elle esquissa un sourire triste. Il s'avère que c'est plus difficile que le tir. Elle s'éloigna à travers le cimetière, et cette fois, Daniel Brooks la laissa partir. Certaines personnes portent leur bataille longtemps après la fin des guerres. Certaines ont gagné le droit de les porter seules. Il revint vers la tombe de Richard Mallory, posa la main sur la pierre froide. « Elle est toujours là, colonel, » murmura-t-il. « Elle marche encore. Elle se souvient encore. Elle reste le fantôme dont nous avions besoin. » Le vent parcourut les arbres du cimetière, emportant avec lui les murmures de toutes les guerres achevées et de ceux qui y avaient mis fin. Certaines par la diplomatie, d'autres par la stratégie, d'autres encore par des traités signés dans des salles confortables, et une seule, par un tir que personne n'a entendu, par une femme qui est morte pour que d'autres puissent vivre, par un silence qui s'est étendu sur un champ de bataille et s'est transformé en paix. La neige avait fondu depuis des années, mais le froid demeurait. Dans les souvenirs, dans les cauchemars, dans des yeux gris pâles qui avaient regardé à travers une lunette et changé le cours de l'histoire. La guerre s'est terminée ce jour-là, sur une montagne. Mais pour Emily Carter, pour le fantôme qu'elle était devenue, le combat ne s'est jamais vraiment arrêté. Certaines batailles durent toujours. Certains tirs résonnent à travers les décennies. Certains prix se paient en versements qui ne prennent jamais fin. Et quelque part, dans des montagnes où la neige tombait encore même au printemps, une femme marchait seule, se souvenant, regrettant, survivant. Parce que c'est ce que font les fantômes. Ils hantent, ils endurent. Et ils portent le poids pour que les autres n'aient pas à le faire.